Dans un parc tranquille, une petite fille démunie observe un homme en fauteuil roulant à l'expression triste. En s'approchant, elle remarque des larmes qui coulent sur ses joues. L'enfant innocente s'avance et lui demande « Monsieur, est-ce que je peux vous faire un câlin ?» L'homme, dont le regard porte une profonde tristesse, est surpris et la regarde. Soudain, elle enroule ses petits bras autour de lui et prononce des mots auxquels il ne s'attendait pas. Elle ignorait qu'il était millionnaire, et le lendemain, un événement extraordinaire se produit, attirant l'attention de tous. 200 soldats en uniforme apparaissent, chacun portant quelque chose de très étrange. Ils cherchaient tous l'enfant. Ce qui suit laissera tout le monde sur place sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'après-midi grisâtre enveloppait Central Park d'un linceul de mélancolie. Parmi les bancs vides et les arbres qui se balançaient doucement dans le vent froid, une silhouette solitaire restait immobile. Le général Arthur H. Mitchell, à 70 ans, observait le monde à travers des yeux qui en avaient bien trop vu. Son fauteuil roulant était positionné près de l'étang où des canards nageaient en cercle, indifférents au drame humain qui se déroulait à proximité. Des larmes coulaient en silence sur le visage ridé de l'homme qui avait autrefois commandé des bataillons entiers. Ses mains, jadis fermes pour tenir des épées de cérémonie et serrer celles des présidents, tremblaient maintenant légèrement sur la couverture qui recouvrait ses jambes. L'uniforme militaire avait laissé place à des vêtements simples, mais sa posture gardait encore des traces de la discipline qui avait été sa compagne pendant des décennies. 3 ans. 3 longues années que Clara était partie, emportant avec elle non seulement sa compagnie, mais le sens même de son existence. La grande maison vide de l'Upper East Side ne résonnait plus que du son de ses pensées sombres. Le personnel parlait à voix basse, comme s'il craignait de briser ce qui restait d'un homme qui avait affronté des ennemis sur les champs de bataille mais qui succombait maintenant à la plus cruelle des solitudes. Cet après-midi-là, Arthur avait pris une décision. Ses doigts touchèrent discrètement la petite fiole dans sa poche, où il gardait ce qu'il croyait être son dernier espoir de paix. Il ne pouvait plus supporter le poids du vide dans sa poitrine. Les médailles sur le mur de la maison, les éloges dans les journaux jaunis, les photographies avec des dignitaires, rien de tout cela n'avait d'importance quand on était absolument seul. C'est alors qu'une petite ombre s'approcha. Arthur leva les yeux, surpris de voir une fillette d'environ 6 ans marcher vers lui. Ses vêtements étaient usés mais propres, et ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Ses grands yeux curieux se fixèrent sur son visage avec une intensité qui le déstabilisa. L'enfant s'arrêta à quelques pas, penchant la tête comme un oiseau curieux. Arthur essaya de cacher ses larmes, s'essuyant rapidement le visage avec sa main, mais c'était trop tard. La fille avait tout vu, et son expression s'adoucit avec une compassion qui semblait impossible pour quelqu'un de si jeune. « Vous êtes triste, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais directe. Arthur resta silencieux, ne sachant comment répondre. Il n'avait parlé à personne d'autre que son personnel depuis des mois, et on ne lui avait certainement jamais posé de questions sur ses sentiments de manière si simple et honnête. La jeune fille fit un pas en avant, ses yeux brillant d'une détermination qui lui rappela étrangement un soldat sur le point d'accomplir une mission importante. « Est-ce que je peux vous faire un câlin ?» demanda-t-elle, étendant déjà ses petits bras. Sans attendre de réponse, elle courut vers lui et l'enveloppa dans une étreinte serrée. Ses bras maigres parvinrent à entourer partiellement le torse du général, et elle posa sa tête sur son épaule avec une confiance qui le désarma complètement. La chaleur humaine qu'Arthur n'avait pas ressentie depuis des années l'envahit comme une vague tiède. Ses mains hésitèrent un instant avant qu'il ne rende l'étreinte, touchant doucement le dos de l'enfant. C'était comme si toute la glace qui s'était formée autour de son cœur commençait à fondre instantanément. « Merci » murmura-t-il, la voix nouée par l'émotion. « Merci, petite. » Ils restèrent ainsi quelques minutes, un général à la retraite et une fillette inconnue, unis par un moment de pure humanité au milieu de la froideur du monde. Arthur sentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une étincelle d'espoir qui commençait à vaciller timidement dans sa poitrine. Quand la fille se retira enfin, elle lui sourit avec une joie sincère qui illumina tout son visage. Arthur réalisa que, pour la première fois depuis des mois, il avait cessé de penser à la petite fiole dans sa poche. La fillette recula légèrement mais ne partit pas. Au lieu de cela, elle s'assit par terre à côté de son fauteuil roulant, croisant ses petites jambes et regardant l'étang comme si c'était l'endroit le plus intéressant du monde. Arthur la regardait avec un mélange de curiosité et de confusion. Depuis combien de temps quelqu'un ne l'avait-il pas approché sans arrière-pensée ? « Moi aussi, je pleure parfois », avoua-t-elle, brisant le silence avec une facilité déconcertante. « Surtout la nuit,
quand mamie dort et que je regarde par la fenêtre. » Les mots de l'enfant frappèrent Arthur comme un coup de poing. Il avait supposé que seuls les adultes portaient de lourds fardeaux, mais voici qu'une fillette de 6 ans parlait de larmes nocturnes avec une maturité qu'elle ne devrait pas posséder. « Pourquoi pleures-tu, petite ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle soupira profondément, un son qui semblait venir de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Parce que je n'ai pas une grande famille comme les autres enfants. Il n'y a que ma mamie, mais elle est toujours malade au lit. Et je n'ai pas d'amis pour jouer non plus. » Arthur sentit sa poitrine se serrer. Pendant des décennies, il avait commandé des hommes, pris des décisions qui affectaient des milliers de vies, mais il ne s'était jamais senti aussi impuissant qu'à cet instant, face à la solitude brute d'un enfant. « J'habite dans un tout petit appartement », continua-t-elle en dessinant des cercles dans la terre avec son doigt. « Mamie dit que j'avais des parents, mais ils sont partis quand j'étais bébé. Elle dit que ce n'étaient pas de mauvaises personnes, juste qu'ils ne savaient pas comment s'occuper de moi. » Le général ferma les yeux un instant. Son manoir de 16 pièces, sa fortune, ses contacts influents, tout cela semblait ridiculement insignifiant face au besoin fondamental de cet enfant d'avoir quelqu'un à qui parler. « Et vous ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui avec ses grands yeux sincères. « Pourquoi pleuriez-vous » Arthur hésita. Comment expliquer à un enfant le vide qui consume un homme lorsqu'il perd la seule personne qu'il ait vraiment aimée? Comment décrire le sentiment que toutes ses réussites militaires, tous ses accomplissements, ne signifiaient rien quand il n'y avait personne avec qui les partager? « J'ai perdu ma femme il y a 3 ans, » dit-il finalement, surpris de sa propre honnêteté. « Elle était tout pour moi. Et maintenant, je me sens très seul aussi. » La fille hocha la tête sérieusement, comme si elle comprenait parfaitement. « La solitude, ça fait mal, n'est-ce pas? C'est comme s'il y avait un grand trou juste ici, à l'intérieur, » dit-elle en montrant sa poitrine. « Exactement, » murmura Arthur, impressionné par la perception de l'enfant. Ils restèrent silencieux quelques minutes, 2 êtres humains d'âge très différents, unis par la même douleur fondamentale. Le général regarda la petite fille fragile et réalisa quelque chose d'extraordinaire. Malgré toute sa richesse, son statut et ses réalisations, il se sentait tout aussi perdu et abandonné qu'elle. « Vous savez ce que j'ai toujours imaginé ?» dit la fille, interrompant ses pensées. « J'imagine ce que ce serait d'avoir plein de gens autour de moi. Une grande table pleine de gens au dîner, des voix qui parlent, des rires. Ça doit être vraiment bien d'avoir une grande famille. » Arthur déglutit difficilement. Sa table à manger de 12 couverts n'avait pas vu d'invités depuis des années. Les seuls sons dans sa maison étaient les pas du personnel et l'écho de sa propre solitude. « J'ai une grande table, » admit lentement. « Mais je mange seul tous les jours. » La fille le regarda avec une expression de compréhension qui semblait bien trop mûre pour son jeune âge. « Alors, on a tous les deux le même problème, n'est-ce pas? Vous avez une grande table vide et moi, je n'ai même pas de table. » La simplicité brutale de son observation laissa Arthur sans voix. À cet instant, il réalisa qu'il avait trouvé quelqu'un qui comprenait sa douleur d'une manière que même ses anciens camarades militaires ne pouvaient pas comprendre. Le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur la surface calme de l'étang. La fille se leva et épousseta la saleté de ses vêtements, mais ne montra aucune hâte de partir. Au lieu de cela, elle resta là, comme si elle rassemblait son courage pour quelque chose d'important. « Monsieur, » dit-elle avec hésitation, « puis-je vous poser une question un peu idiote ?» Arthur hocha la tête, curieux de savoir ce que cet enfant considérait comme une question idiote après la profondeur de leur conversation. « Avez-vous déjà eu envie de tout abandonner ?» Les mots sortirent dans un murmure, mais portaient un poids qui fit battre le cœur du général. La question le frappa comme la balle d'un tireur d'élite. Comment cette fillette de 6 ans pouvait-elle voir à travers lui avec une telle clarté? Ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, il n'essaya pas de les cacher. « Oui, petite. Juste aujourd'hui, j'y pensais, » admit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Et toi ?» Elle hocha lentement la tête, ses grands yeux se remplissant d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. « Parfois, je regarde par la fenêtre et je pense que ce serait plus facile si je partais aussi, comme mes parents. Alors mamie n'aurait pas à dépenser son peu d'argent pour moi et pourrait acheter les médicaments dont elle a besoin. » Le poignard que ces mots plantèrent dans la poitrine d'Arthur fut si douloureux qu'il dut s'agripper à l'accoudoir de son fauteuil roulant pour ne pas s'effondrer. Une fillette de 6 ans qui envisageait, non, c'était impossible à accepter. Non, dit-il avec une fermeté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, sa voix portant toute l'autorité de décennies de commandement militaire.
ne pense plus jamais comme ça. Tu es importante. Tu as de la valeur. Il s'arrêta, réalisant qu'il se parlait autant à lui-même qu'à elle. Les mots qu'il dirigeait vers la jeune fille étaient exactement ce que son propre cœur avait besoin d'entendre. Vous aussi, vous êtes important, dit-elle doucement, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Je l'ai vu dans vos yeux. Vous avez un bon cœur. C'est pour ça que vous pleuriez dans le parc, parce que vous vous souciez encore des choses. Arthur resta silencieux, traitant cette observation simple mais profonde. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ses larmes n'étaient pas seulement du désespoir, mais la preuve que quelque chose était encore vivant en lui. Vous savez ce que je pense, continua la fille en s'asseyant de nouveau à côté de sa chaise. Je pense que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui parce que nous avions besoin l'un de l'autre. Comme deux moitiés qui se rejoignent pour former un tout. L'innocence avec laquelle elle parlait de concepts si complexes stupéfia Arthur. Dans sa carrière militaire, il avait rencontré de brillants stratèges, des philosophes et des intellectuels, mais aucun n'avait abordé des questions aussi fondamentales avec une telle simplicité. « Comment t'appelles-tu, petite » demanda-t-il, réalisant qu'ils avaient partagé des moments intimes sans même se présenter. « Sophia » répondit-elle avec un sourire timide. « Sophia Marie Williams. »« Et vous » Général Arthur H. Mitchell, dit-il automatiquement, puis il se corrigea. « Mais tu peux m'appeler Arthur. »« Un général » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'admiration. « Pour de vrai ? Vous commandiez des soldats ?» Pour la première fois depuis des années, Arthur sourit, un petit sourire mais sincère. « Oui, beaucoup d'entre eux. »« C'est trop cool. Je parie qu'ils vous respectaient beaucoup. » Elle fit une pause, puis ajouta pensivement, « Ça doit être difficile de passer de commander plein de gens à être tout seul. » Une fois de plus, la perspicacité de l'enfant le surprit. Elle avait identifié avec précision l'une des sources de sa souffrance, la transition abrupte du commandement et de la responsabilité à l'isolement et à l'inutilité. Le ciel s'assombrissait lorsque Sophia se leva finalement pour partir. « Je dois rentrer, sinon mamie va s'inquiéter », expliqua-t-elle. « Au revoir, Arthur », dit-elle en saluant joyeusement. « J'espère que vous irez mieux. » En la regardant s'éloigner seule sur les sentiers du parc qui s'assombrissaient, Arthur sentit quelque chose d'extraordinaire se produire dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, une étincelle d'espoir s'était ravivée. Arthur resta dans le parc jusqu'à l'apparition des premières étoiles. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait pas pressé de rentrer chez lui. Sa rencontre avec Sophia avait réveillé en lui quelque chose qu'il pensait mort pour toujours. Ses mains ne touchaient plus la petite fiole dans sa poche. Au lieu de cela, ses pensées étaient entièrement consumées par cet enfant extraordinaire. Quand il rentra enfin dans son manoir, le personnel remarqua immédiatement le changement. Son chauffeur, Frank, qui était avec lui depuis 15 ans, commenta discrètement à la gouvernante que le patron semblait différent. Ses épaules n'étaient pas aussi voûtées, et il avait murmuré « merci » en sortant de la voiture, ce qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Madame Carman, la gouvernante, prépara le dîner comme d'habitude, mais fut surprise quand Arthur demanda à manger dans la salle à manger principale au lieu du petit bureau où il mangeait seul depuis plusieurs années. Encore plus surprenant fut de le voir manger avec appétit, un événement rare depuis la mort de Clara. Après le dîner, Arthur se rendit à son bureau et resta longtemps à regarder les photographies sur les murs, des images de sa carrière militaire, des médailles, des réunions avec des dignitaires, mais surtout des photos avec Clara lors d'événements sociaux, de voyages, des moments heureux d'un passé qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Il y avait une photo spécifique qu'il évitait toujours, Clara étreignant un enfant dans un orphelinat qu'ils avaient visité des années auparavant. Elle avait toujours voulu être mère, mais des complications de santé l'en avaient empêchée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis sa mort, Arthur put regarder la photo sans ressentir seulement de la douleur. Il y avait aussi un étrange sentiment de but qui commençait à se former dans sa poitrine. Vers 23 heures, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il prit son téléphone personnel et commença à parcourir ses anciens contacts. Ses doigts hésitèrent sur plusieurs noms, anciens camarades de bataillon, anciens subordonnés, des personnes qu'il respectait et qui occupaient encore des postes importants dans l'armée. Finalement, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur, même après si longtemps. « Colonel Evans », dit-il lorsque l'appel fut décroché. « Mon général Mitchell. »« Mon Dieu, monsieur, ça fait longtemps. Comment allez-vous » La voix à l'autre bout du fil semblait sincèrement surprise et heureuse. « Je vais mieux, Evans. J'ai besoin d'une faveur. »
Une faveur très spéciale. Il y eut une brève pause avant que le colonel ne réponde. N'importe quoi, mon général. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Arthur prit une profonde inspiration. J'ai besoin de 200 hommes demain matin, en grande tenue, conduite exemplaire. Mais ce n'est pas pour une cérémonie officielle. 200 hommes? La surprise était évidente dans la voix du colonel. Pour quel type d'opération, monsieur? Une opération pour faire sourire un enfant, répondit simplement Arthur. Le silence à l'autre bout du fil dura quelques secondes avant qu'Evans ne réponde. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, puis-je vous demander si vous allez bien? Arthur eut un petit rire, un rire grave mais le premier sincère depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, Evans, je crois que je commence à aller bien. Fais-moi confiance sur ce coup. Il passa les 20 minutes suivantes à expliquer son plan, demandant une discrétion absolue et assurant au colonel qu'il prendrait l'entière responsabilité de toute question de la part de ses supérieurs. Le colonel, malgré l'étrangeté de la demande, accepta sans hésiter. Sa loyauté envers le général était inconditionnelle. Après avoir raccroché, Arthur passa plusieurs autres appels. Chaque conversation était prudente, spécifique, détaillant les aspects d'une opération qu'aucun manuel militaire n'avait jamais envisagée. Il ne s'agissait pas d'une stratégie de guerre, mais d'une stratégie du cœur. À 2 heures du matin, lorsqu'il se coucha enfin, Arthur ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé en 3 ans, une impatience joyeuse. Pour la première fois depuis la mort de Clara, il avait hâte que l'aube arrive. En fermant les yeux, une dernière image traversa son esprit, le sourire timide de Sophia lorsqu'elle avait dit « J'espère que vous irez mieux ». Demain, il s'assurerait que les choses aillent mieux, non seulement pour lui, mais surtout pour elle. L'aube apporta une agitation inhabituelle à la routine silencieuse du manoir Mitchell. Arthur se réveilla avant son heure habituelle, à 5h30, avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis la mort de Clara, il n'eut pas à se forcer à sortir du lit. Il se leva naturellement, mu par un sentiment de mission qu'il avait oublié. Madame Carman faillit laisser tomber le plateau de café en voyant son employeur entrer dans la cuisine, déjà habillé et rasé, avec une lueur différente dans les yeux. Il demanda un café fort et des toasts, montrant un appétit qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. « Madame Carman, dit-il en sirotant son café, aujourd'hui va être une journée spéciale. Très spéciale. » La gouvernante sourit, remarquant que pour la première fois depuis longtemps, il ne semblait pas porter le poids du monde sur ses épaules. « Puis-je demander pourquoi, mon général ? » « Parce qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il mystérieusement. « Je vais utiliser tout ce que j'ai accompli dans ma vie pour quelque chose qui compte vraiment. » À cette heure, Arthur était déjà à Central Park, positionné stratégiquement près du même banc où il avait rencontré Sophia la veille. Il était arrivé tôt exprès, il voulait observer le rythme du matin, comprendre la routine de l'enfant, connaître le monde dans lequel elle vivait. Le parc du matin était différent de celui de l'après-midi. Des joggeurs passaient sur les sentiers, des personnes âgées faisaient des promenades douces, et quelques mères amenaient de jeunes enfants aux aires de jeu. Arthur observait tout cela avec une attention renouvelée, comme s'il voyait l'endroit pour la première fois. Vers 8h30, il aperçut une silhouette familière marchant lentement sur un sentier. Sophia apparut de la même direction que la veille, mais cette fois, elle n'était pas seule. Une femme aux cheveux gris, semblant avoir la soixantaine, marchait à ses côtés avec difficulté, s'appuyant sur une canne de fortune. Arthur les regarda s'approcher d'un banc éloigné. La femme, sûrement la grand-mère de Sophia, s'assit avec un soulagement évident tandis que la fillette se tenait à côté d'elle, parlant avec animation de quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre de cette distance. Même de loin, la fragilité de la vieille femme était évidente. Ses mouvements étaient lents et prudents, et elle portait occasionnellement sa main à sa poitrine, comme si elle avait du mal à respirer. Sophia, toujours attentive, ajustait constamment la canne de sa grand-mère et vérifiait si elle était à l'aise. Le cœur d'Arthur se serra en regardant la scène. La responsabilité sur les épaules de cette fillette de 6 ans était visible même de loin. Elle s'occupait de sa grand-mère avec un dévouement que beaucoup d'adultes ne montraient pas, et elle le faisait naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. À 9h précises, le téléphone d'Arthur vibra. Un SMS du colonel Evans, opération en cours. 200 hommes en position comme demandé. En attente de vos ordres, mon général. Arthur prit une profonde inspiration. Il était sur le point de faire quelque chose de complètement en dehors de tout protocole militaire, quelque chose qui pourrait sembler de la folie pour beaucoup. Mais pour lui,
C'était la chose la plus sensée qu'il ait faite depuis des années. Il tapa sa réponse, lancez le mouvement. N'oubliez pas, discipline totale, mais l'objectif est la joie. Et n'oubliez pas les ballons. Pendant qu'il attendait l'arrivée de ses hommes, Arthur regardait Sophia jouer seule près du banc où sa grand-mère se reposait. Elle avait trouvé des fleurs sauvages et faisait un petit bouquet, probablement pour la vieille femme. La scène était si tendre qu'elle fit de nouveau monter les larmes aux yeux du général, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Dans quelques minutes, sa vie changerait pour toujours. Plus important encore, la vie de cet enfant spécial ne serait plus jamais la même. Le son rythmé des bottes de marche résonna depuis les rues adjacentes au parc, s'intensifiant à chaque seconde. Les promeneurs du matin interrompirent leurs activités, intrigués par le son militaire qui approchait. Les mères prirent leurs enfants dans leurs bras, les joggeurs suspendirent leurs courses, et même les oiseaux semblèrent se taire. Sophia était accroupie près d'un parterre de fleurs, cueillant des marguerites pour sa grand-mère, quand elle entendit le bruit étrange. Elle leva les yeux, confuse, essayant d'identifier d'où venait ce bruit coordonné et imposant. Sa grand-mère, Éléanore, le remarqua également et serra instinctivement la main de la fillette. Et puis ils apparurent. 200 soldats en grande tenue émergèrent simultanément de toutes les entrées du parc, marchant en formation parfaite. Leurs uniformes étaient impeccables, leurs bottes brillaient au soleil du matin, et chacun portait des ballons colorés, une image si surréaliste qu'elle semblait tirée d'un rêve. Le parc entier se figea. Les enfants pointaient du doigt avec étonnement, les adultes chuchotaient entre eux, essayant de comprendre ce qui se passait, et certains sortirent même leur téléphone pour enregistrer la scène inexplicable. 200 soldats professionnels marchant avec des ballons de fête n'était pas quelque chose que l'on s'attendait à voir un matin ordinaire. Sophia se cacha derrière l'arbre le plus proche, tirant sa grand-mère par la main. Ses yeux étaient grands ouverts, mêlant peur et fascination. Elle n'avait jamais vu autant de soldats ensemble, et la précision de leurs mouvements était à la fois impressionnante et intimidante. Les soldats formèrent une parfaite aide d'honneur, un couloir s'étendant de l'entrée principale du parc jusqu'au centre de la zone de loisirs. Ils se tenaient au garde-à-vous, immobiles comme des statues, mais les ballons colorés créaient un contraste joyeux avec leur sérieux militaire. Pendant quelques minutes, il y eut un silence total. Puis, le bruit de roues sur le pavé rompit la tension. Arthur apparut au bout du couloir, impeccablement vêtu de son propre grand uniforme militaire, orné de toutes les médailles et décorations qu'il avait gagnées au cours de décennies de service. Son fauteuil roulant glissait doucement sur le chemin que ses hommes avaient créé, et son visage affichait une détermination sereine qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Il avança lentement dans la haie d'honneur, tandis que chaque soldat saluait simultanément. Le son net de 200 bras se déplaçant à l'unisson résonna dans le parc comme un tonnerre contrôlé. C'était une démonstration de respect et de discipline que peu de civils ont l'occasion de voir. Arthur s'arrêta au centre du parc et tourna sa chaise vers l'arbre où Sophia se cachait. Ses yeux rencontrèrent les siens, et il sourit, un sourire chaleureux et paternel, complètement différent de l'expression mélancolique de la veille. Sophia Mary Williams, sa voix portait toute l'autorité d'un commandant, mais aussi une tendresse qui fit battre le cœur de la petite fille. « Hier, tu as dit que tu aimerais avoir des amis pour jouer. » La fillette sortit lentement de derrière l'arbre, tenant toujours la main de sa grand-mère, qui regardait la scène avec un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Sophia fit quelques pas hésitants vers le général, ses yeux passant de lui aux 200 soldats qui restaient au garde-à-vous. « Alors, continua Arthur, sa voix résonnant dans tout le parc, je t'ai amené 200 amis pour jouer avec toi. » Au moment où il termina de parler, quelque chose de magique se produisit. Les 200 soldats, en parfaite synchronisation, détendirent leur posture militaire et sourirent. C'était comme si un sort avait été instantanément rompu, transformant des guerriers disciplinés en compagnons de jeu volontaires, prêts à rendre un enfant heureux. Les ballons furent lâchés dans les airs, créant une explosion de couleurs contre le ciel bleu. Sophia resta bouche bée, incapable de comprendre pleinement ce qui se passait sous ses yeux. Ce qui suivit transforma Central Park en la scène la plus extraordinaire que cette ville ait jamais vue. Les soldats, tout en maintenant leur discipline caractéristique, s'organisèrent rapidement en groupes spécialisés. Certains installèrent une marelle géante avec de la corde et de la craie, d'autres créèrent un parcours d'obstacles adapté aux enfants, et un groupe se consacra à un cercle de lecture d'histoire. Sophia resta immobile quelques instants, essayant de digérer la réalité surréaliste qui s'offrait à elle. 200 hommes entraînés pour la guerre se préparaient maintenant à jouer avec elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Sa grand-mère, Éléanore, s'appuyait lourdement sur sa canne, regardant avec des larmes aux yeux. « Vas-y,
Pete, encouragea doucement Arthur. Ils t'attendent. Hésitante, Sophia fit les premiers pas vers le groupe le plus proche. Un sergent à l'air sérieux avec une moustache grise s'accroupit à sa hauteur et demanda d'une voix douce, « Mademoiselle, savez-vous jouer à cache-cache » Les yeux de Sophia s'illuminèrent instantanément. « Oui. Alors tu vas devoir apprendre à 200 soldats comment se cacher correctement, parce que je parie que nous sommes nuls à ça, » dit-il avec un clin d'œil, provoquant un rire cristallin de la fillette. En quelques minutes, le parc s'était transformé en un champ de bataille de l'amusement. Des soldats se cachaient derrière des arbres qui pouvaient à peine couvrir leurs grandes carcasses, faisaient semblant d'être invisibles derrière de petits buissons, et quelques-uns essayèrent même de se cacher les uns derrière les autres dans des formations qui firent pouffer de rire Sophia. Arthur regardait tout cela depuis son fauteuil roulant, positionné à côté d'Eleanor. Ses yeux brillaient d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Voir ces hommes, entraînés pour des situations extrêmes, consacrer toute leur attention et leur créativité à faire sourire une seule petite fille était le plus beau spectacle qu'il ait jamais vu. « Merci » murmura Eleanor à côté de lui, sa voix tremblante d'émotion. « Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous faites ça, mais merci. » Arthur se tourna vers la vieille femme, remarquant pour la première fois les détails de son visage marqué par la souffrance. Ses yeux étaient fatigués, sa respiration était laborieuse et ses mains tremblaient légèrement. Il était clair qu'elle luttait contre quelque chose de plus grave que la simple vieillesse. « Je ne suis que quelqu'un que votre petite fille a sauvé hier », répondit-il simplement. Pendant qu'il parlait, Sophia était devenue le centre d'une fête de calibre militaire. Des groupes de soldats jouaient avec elle à tour de rôle, maintenant toujours la discipline et le respect, mais avec une spontanéité qui surprenait même leurs officiers commandants. Certains chantaient des marches militaires adaptées en comptine, d'autres démontraient des pas de danse maladroits qui faisaient rire la fille aux éclats. Quelque chose de profondément transformateur se produisait, non seulement pour Sophia, qui pour la première fois de sa vie était le centre de l'attention d'une manière entièrement positive, mais aussi pour les soldats. Beaucoup d'entre eux étaient des pères, des grands-pères, des hommes qui avaient rarement l'occasion d'exprimer leur côté plus doux si librement et ouvertement. C'est au milieu de cette joie contagieuse qu'Arthur remarqua quelque chose qui allait complètement changer le cours des jours à venir. Eleanor eut une violente quinte de toux, se serrant la poitrine avec une expression de douleur intense. Quand elle retira sa main de sa bouche, elle était tachée de sang. La vieille femme essaya rapidement de le cacher, s'essuyant la main sur sa robe et forçant un sourire lorsque Sophia jeta un regard dans sa direction. Mais Arthur avait tout vu. L'instinct militaire qui avait guidé toute sa vie s'activa instantanément. Une urgence silencieuse se déroulait juste sous ses yeux. À cet instant, Arthur comprit que sa mission était devenue bien plus grande que de simplement faire sourire un enfant. Il avait trouvé non seulement une âme sœur dans la souffrance, mais toute une famille menant une bataille qu'elle ne pourrait peut-être pas gagner seule. Après 3 heures de jeu intense, les soldats se mirent en formation pour leur départ. Sophia était radieuse, les joues roses d'avoir couru et les cheveux en joyeux désordre. Chaque soldat défila devant elle, lui offrant un salut et lui souhaitant une bonne journée, comme si elle était un officier de haut rang. Le colonel Evans s'approcha d'Arthur avec un air de satisfaction qu'il montrait rarement. « Mon général, en 30 ans de service, je n'ai jamais vu mes hommes aussi motivés pour une mission. Vous auriez dû voir leur sourire. »« Merci, Evans. Cela signifiait plus pour moi que n'importe quelle opération que nous ayons jamais commandée, » répondit Arthur, regardant toujours Sophia saluer avec enthousiasme les soldats qui partaient. Lorsque le dernier soldat eut disparu, le parc retrouva sa tranquillité habituelle, mais l'énergie transformatrice de ce qui venait de se passer flottait encore dans l'air. Sophia courut vers Arthur, les yeux brillants de pure joie. « Arthur, c'était incroyable. Comment as-tu fait ça? Comment as-tu fait venir autant de soldats juste pour jouer avec moi ?» Les questions fusaient, témoignage de son excitation sincère. Arthur sourit, touché par sa spontanéité. « Disons simplement que j'ai quelques amis qui me doivent des faveurs, » répondit-il mystérieusement. « Mais l'important, c'est, t'es-tu amusé? » « C'était le meilleur jour de toute ma vie, » s'exclama Sophia en sautant de joie. « Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens gentils dans le monde. » Pendant qu'il parlait, Arthur gardait un œil discret sur Eleanor, qui restait sur le banc, luttant visiblement. La vieille femme essayait de cacher son malaise, mais il était évident que quelque chose n'allait pas sérieusement avec sa santé. « Sophia, » dit Arthur prudemment, « ta grand-mère a l'air fatiguée. Et si on allait s'asseoir avec elle un peu ?» Ils s'approchèrent du banc où Eleanor se reposait. De près, Arthur pouvait mieux voir les signes qui l'inquiétaient.
la pâleur excessive, la respiration saccadée, le tremblement de ses mains. Ces années d'expérience militaire, où il avait appris à évaluer rapidement l'état physique de ces hommes, lui dirent que cette femme faisait face à quelque chose de grave. « Madame Eleanor, dit-il respectueusement, puis-je vous demander comment vous vous sentez ?» La vieille femme hésita, jetant un coup d'œil à Sophia qui jouait avec l'un des ballons qu'on lui avait donné. « Je vais bien, merci de votre sollicitude. Juste un peu fatigué. » Arthur vit immédiatement à travers ce pieux mensonge. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Ne serait-il pas préférable de voir un médecin ?» Les yeux d'Eleanor s'emplirent de larmes, qu'elle essaya rapidement de cacher. « Monsieur, nous n'avons pas les moyens de payer un médecin privé, et à la clinique publique, la liste d'attente est de plusieurs mois. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous. Mamie a une mauvaise toux depuis longtemps, interrompit Sophia innocemment, ne sentant pas le malaise que ses paroles provoquaient. Parfois, elle crache du sang, mais elle dit que c'est normal quand on vieillit. » Le cœur d'Arthur faillit s'arrêter. Une toux avec du sang chez une femme de son âge pouvait indiquer de graves problèmes pulmonaires, peut-être un cancer. L'urgence de la situation le frappa comme un coup physique. « Madame Eleanor, dit-il avec toute la douceur dont il était capable, j'aimerais beaucoup vous aider. Je peux organiser une consultation médicale privée pour vous aujourd'hui, si vous me le permettez. » La vieille femme le regarda avec un mélange de gratitude et de méfiance. « Pourquoi un étranger ferait-il cela pour nous ? Quel genre d'intérêt portez-vous à Sophia ?» Arthur comprit parfaitement son inquiétude. Un enfant vulnérable attirait toujours l'attention de personnes mal intentionnées, et Eleanor était prudente. « Je n'ai aucun autre intérêt que de rendre la gentillesse que votre petite fille m'a montrée hier, répondit-il sincèrement. Elle m'a sauvé la vie, Madame Eleanor. Littéralement. Et maintenant, je veux sauver la vôtre. » Les mots portaient une vérité si profonde que la vieille femme sentit ses défenses commencer à baisser. Le lendemain après-midi, Arthur était dans son bureau, organisant les contacts médicaux qu'il avait rassemblés pour aider Eleanor, lorsque son téléphone sonna. Le nom sur l'écran le fit froncer les sourcils, Dr Matthew Mitchell, son neveu et l'avocat de la famille. « Oncle Arthur, nous devons parler de toute urgence, » dit Matthew sans préambule. « J'arrive avec Rick et Trish. » Arthur soupira profondément. Ses 3 neveux, les enfants de son défunt frère, étaient sa seule famille restante. Cependant, depuis la mort de Clara, la relation était devenue purement financière. Il ne s'intéressait qu'à son héritage, lui rendant visite sporadiquement avec de faux sourires et une vague inquiétude. 1 heure plus tard, ils étaient tous les 3 dans son salon. Matthew, l'avocat, prit la parole, tandis que Richard, un homme d'affaires, et Patricia, une médecin, le soutenaient avec des expressions inquiètes qui ne trompaient personne. « Oncle, nous avons reçu des informations troublantes, » commença Matthew en ouvrant un dossier rempli de documents. « On nous a dit que vous avez dépensé une somme d'argent considérable hier pour mobiliser 200 soldats pour jouer avec un enfant inconnu. » Arthur garda une expression sereine, reconnaissant immédiatement la stratégie. « Et quel est le problème avec ça ? » « Le problème, intervint agressivement Richard, c'est que nous sommes préoccupés par votre jugement. Dépenser une fortune pour des étrangers n'est pas normal, oncle. De plus, ajouta Patricia avec une fausse douceur, en tant que médecin, je dois vous mettre en garde contre une potentielle manipulation émotionnelle. Les personnes sans scrupules utilisent souvent des enfants pour profiter des personnes âgées vulnérables. » La rage monta dans la poitrine d'Arthur comme de la lave en fusion. « Insinuez-vous que je suis manipulé par une fillette de 6 ans ? Nous ne l'insinuons pas, oncle, nous l'affirmons, dit froidement Matthew. Et c'est pourquoi nous avons apporté ces documents. Nous déposons une requête pour contester votre capacité mentale et pour placer une suspension temporaire sur vos actifs financiers. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Arthur regarda les 3 visages devant lui, des gens qui portaient son sang mais qui étaient devenus des étrangers mus par la cupidité la plus sordide. « Vous pensez que 3 ans de deuil m'ont rendu sénile ? » demanda-t-il, sa voix dangereusement basse. « Nous pensons que vous prenez des décisions irrationnelles qui compromettent le patrimoine familial, » répondit Patricia. « En tant que votre médecin, je recommande une évaluation psychiatrique urgente. » « Tu n'as pas été mon médecin depuis des années, Patricia, et ce patrimoine est le mien, construit avec ma propre sueur et mon dévouement, » rétorqua Arthur, sa voix portant toute l'autorité militaire qu'il possédait. Matthew se leva, adoptant une posture de confrontation. « Oncle, avec tout le respect que je vous dois, depuis la mort de tante Clara, vous êtes isolé, déprimé, sans contact social.
Soudain, un enfant apparaît et vous commencez à vous comporter de manière complètement atypique. N'importe quel psychiatre confirmerait que cela indique une instabilité émotionnelle. Que voulez-vous vraiment ? Demanda Arthur, allant droit au but. Nous voulons que vous arrêtiez ces charités impulsives, dit Richard, et que vous acceptiez notre tutelle temporaire sur vos finances jusqu'à ce que vous soyez émotionnellement stable. Arthur eut un rire amer. Une tutelle ? Vous voulez contrôler mon argent parce que vous avez peur que je dépense votre héritage avant de mourir ? Il ne s'agit pas d'héritage, mentit Patricia. Il s'agit de vous protéger. Mensonge, dit Arthur en se levant difficilement de sa chaise, mais en maintenant toute sa dignité. Vous ne vous êtes jamais soucié de moi en tant que personne. Quand Clara est morte, combien de fois m'avez-vous rendu visite ? Combien de fois avez-vous demandé si j'allais bien ? Le malaise momentané sur leur visage confirma ses soupçons. Maintenant que j'ai trouvé un but, vous voulez m'arrêter. Mais vous ne réussirez pas, déclara-t-il fermement. Matthew sourit froidement. Oncle, la requête a déjà été déposée. Un huissier sera ici demain matin, et nous avons une injonction temporaire qui sera émise aujourd'hui, gelant toute transaction financière importante en attendant l'évaluation psychiatrique. Les mots frappèrent Arthur comme des balles. À cet instant, il réalisa que la bataille pour Sophia et Eleanor venait de devenir bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. 2 jours après la visite de ses neveux, Arthur reçut l'avis officiel qui confirmait ses pires craintes. L'injonction temporaire avait été émise, gelant partiellement ses actifs financiers jusqu'à ce qu'il subisse une évaluation psychiatrique. Toute transaction de plus de $5 000 nécessiterait une approbation préalable du tribunal. Il essaya immédiatement de contacter l'hôpital privé où il avait programmé les examens d'Eleanor, mais la secrétaire fut claire, sans paiement anticipé pour le traitement, le rendez-vous serait annulé. Le montant nécessaire pour les procédures de diagnostic dépassait de loin la limite autorisée par l'injonction. Le cœur lourd, Arthur se rendit au parc, espérant trouver Sophia et lui expliquer la situation. Il ne pouvait pas simplement disparaître de leur vie sans un mot, mais il ne savait pas comment expliquer à une fillette de 6 ans les complexités juridiques qui l'empêchaient de l'aider. Il les trouva sur le même banc, mais la scène qui l'accueillit fut dévastatrice. Eleanor était visiblement plus mal en point, sa respiration encore plus laborieuse, et Sophia lui tenait la main avec une expression inquiète qu'aucun enfant ne devrait avoir apportée. « Arthur !» Sophia courut vers lui dès qu'elle le vit, mais son sourire habituel était teinté de tristesse. « Mamie est tombée très malade la nuit dernière. Elle a beaucoup toussé de sang et a eu une forte fièvre. » Le général sentit le monde s'effondrer sur ses épaules. Chaque heure de retard pouvait être cruciale pour le diagnostic et le traitement d'Eleanor, mais ses mains étaient légalement liées par des parents qui ne se souciaient que de l'argent. « Comment allez-vous, Madame Eleanor ?» demanda-t-il en s'approchant du banc. La vieille femme essaya de sourire, mais il était clair qu'elle luttait contre une douleur intense. « J'essaie d'être forte pour Sophia », murmura-t-elle avec difficulté. « Mamie, dis-lui ce que le médecin de la clinique a dit », insista Sophia innocemment. Eleanor hésita, ne voulant clairement pas inquiéter sa petite fille. « J'ai réussi à avoir un rendez-vous à la clinique publique hier. Le médecin a dit que j'ai besoin de tests urgents à l'hôpital. Il soupçonne quelque chose de grave avec mes poumons. »« Et quand avez-vous pu programmer les tests ?» demanda Arthur, redoutant déjà la réponse. « Dans 2 mois, répondit-elle, la voix brisée. Ils ont dit que c'est urgent, mais il n'y a pas de place avant. Et même s'il y en avait, je ne peux pas me payer les médicaments qu'il a prescrits. » Sophia regarda entre les 2 adultes, sentant la gravité de la situation même sans la comprendre pleinement. « Arthur, ne peux-tu pas aider mamie comme tu m'as aidé avec les soldats ?» La question innocente fut comme un couteau dans le cœur du général. Comment pouvait-il expliquer à cet enfant que sa propre famille l'empêchait de sauver la vie de la personne la plus importante de son monde ? « Sophia, c'est compliqué en ce moment, » dit-il, peinant à trouver les bons mots. À ce moment-là, le téléphone d'Arthur sonna. C'était Matthew, son neveu. « Oncle, j'espère que vous comprenez la gravité de la situation, » dit la voix froide à l'autre bout du fil. « Toute tentative de contourner l'injonction entraînera de graves conséquences juridiques. »« Comment saviez-vous que j'essayais d'aider quelqu'un ?» demanda Arthur, une terrible suspicion se formant dans son esprit. « Nous avons nos méthodes. »« Vous êtes surveillé pour votre propre protection, » répondit Matthew avec une fausse sollicitude. La révélation qu'il était surveillé par sa propre famille laissa Arthur furieux, mais aussi plus déterminé.
Il raccrocha et regarda Sophia et Eleanor avec une décision se formant dans son esprit. « Madame Eleanor, me faites-vous confiance ?» demanda-t-il directement. La vieille femme hocha lentement la tête. « Oui, mon général. Sophia m'a dit que vous êtes une bonne personne. Alors j'ai besoin que vous me fassiez confiance un peu plus longtemps. Je trouverai un moyen de vous aider, même si cela me coûte tout ce que j'ai. » Sophia serra sa main fermement. « Promis, Arthur ?» En regardant dans les yeux pleins d'espoir de l'enfant, puis le visage pâle d'Eleanor, Arthur prit la décision qui changerait le cours de toute l'histoire. Le lendemain matin, le téléphone d'Arthur le réveilla en sursaut. À l'autre bout du fil, la voix tremblante d'une des voisines d'Eleanor lui annonça la nouvelle qu'il redoutait. « Général Mitchell, Madame Eleanor est tombée très malade pendant la nuit. Sophia m'a donné votre numéro. Elles sont à l'hôpital général de la ville maintenant, mais c'est critique. » Arthur n'hésita pas. Il s'habilla rapidement et demanda à Frank, son chauffeur, de le conduire immédiatement à l'hôpital. En chemin, il essaya d'appeler ses contacts médicaux, mais se heurta au même mur. Sans autorisation du tribunal pour débloquer les fonds nécessaires, aucun hôpital privé n'accepterait le cas. L'hôpital général de la ville était le reflet cruel d'un système défaillant. Couloirs bondés, brancards dans les couloirs, familles entières campant en attendant des soins. Arthur n'avait jamais été dans un tel environnement. Sa position lui avait toujours donné accès aux meilleurs services médicaux privés. Il trouva Sophia assise seule sur une chaise en plastique dans l'aile pédiatrique, balançant nerveusement ses petites jambes. Quand elle le vit approcher dans son fauteuil roulant, elle courut dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. « Arthur, mamie est très malade. Le médecin a dit qu'elle a besoin d'une opération très chère et que si elle ne l'a pas bientôt, elle pourrait. » Sophia ne put finir la phrase, sanglotant contre la poitrine du général. Une infirmière s'approcha, reconnaissant la détresse de l'enfant. « Monsieur, vous êtes de la famille ?»« Je suis un ami de la famille, » répondit Arthur. « Comment va-t-elle » L'infirmière jeta un coup d'œil pour s'assurer que Sophia ne pouvait pas entendre et baissa la voix. « Monsieur, la situation est grave. La patiente a une tumeur pulmonaire avancée qui doit être retirée d'urgence. Nous l'avons stabilisée pour l'instant, mais nous n'avons pas la capacité chirurgicale spécialisée ici. La liste d'attente est d'au moins 6 mois. » « Et combien cela coûterait-il dans un hôpital privé ?» demanda Arthur, sachant déjà que la réponse dépasserait radicalement ses limites actuelles. « Quelque part entre 200 000 et 300 000 $, incluant la chirurgie, l'hospitalisation et la chimiothérapie ultérieure, répondit l'infirmière avec regret. C'est un chiffre que très peu de familles peuvent se permettre. Le monde s'écroula sur Arthur. Même avec sa fortune considérable, l'injonction du tribunal rendait impossible l'accès rapide à cette somme. Ses neveux avaient calculé leurs coûts avec précision pour empêcher toute dépense impulsive importante. Sophia tira sur sa manche, interrompant ses pensées. « Arthur, j'ai fait quelque chose de mal, » dit-elle d'une toute petite voix. « Qu'est-ce que c'était, petite ?»« J'ai dit au médecin que vous étiez mon grand-père et que vous paieriez le traitement de mamie. Ils ont dit que si un membre de la famille garantit le paiement, ils peuvent la transférer dans un meilleur hôpital aujourd'hui. » Le cœur d'Arthur se serra devant le désespoir de l'enfant. Elle avait menti en espérant qu'il pourrait tout arranger, mais il était impuissant, lié par des chaînes juridiques. « Sophia, je veux aider plus que tout au monde, mais il y a des gens qui m'empêchent d'utiliser mon argent en ce moment, » expliqua-t-il doucement. Les yeux de la fillette s'emplirent d'une profonde tristesse. « Alors, mamie va mourir à cause de l'argent ?» La question simple et dévastatrice résonna dans le couloir, faisant se retourner plusieurs personnes. Arthur sentit une rage monter dans sa poitrine, rage contre ses neveux, contre le système, contre sa propre impuissance. « S'il te plaît, Sophia, donne-moi juste un peu de temps. Je trouverai une solution, » promit-il, sans avoir la moindre idée de comment il tiendrait cette promesse. À ce moment, Sophia fit quelque chose qui brisa complètement le cœur du général. Elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux, et dit « Je suis désolé, Arthur. Je suis désolé de vous causer des ennuis. Mamie est malade à cause de moi, et maintenant vous avez des ennuis à cause de nous aussi. » Arthur serra la fillette dans une étreinte forte, réalisant qu'il avait atteint le moment le plus critique de toute la situation. Il devait trouver un moyen de sauver 2 vies avant qu'il ne soit trop tard. Arthur passa la nuit à l'hôpital, tenant Sophia dans ses bras pendant qu'elle dormait d'un sommeil agité sur la chaise du couloir. Son esprit travaillait fiévreusement, analysant chaque possibilité, chaque ressource qu'il avait encore. Il avait combattu dans des guerres, affronté des situations impossibles, mais il ne s'était jamais senti aussi acculé.
À 5 heures du matin, une idée commença à se former. C'était risqué, controversé, mais peut-être sa seule chance de sauver Eleanor et d'exposer la cupidité de ses neveux. Il prit son téléphone et passa un appel qui allait tout changer. « Mark, c'est le général Mitchell. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin d'une faveur urgente. Es-tu toujours à NNN ?» Mark Peters, un journaliste vétéran qu'Arthur avait rencontré lors de tournées de presse militaire, répondit avec surprise. « Mon général, bien sûr. Je suis le rédacteur en chef maintenant. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin d'une conférence de presse aujourd'hui, et je veux qu'elle soit diffusée en direct. » 3 heures plus tard, les principaux médias de la ville étaient rassemblés dans le hall principal de l'hôpital général de la ville. Arthur avait utilisé ses derniers contacts influents pour organiser l'événement, pariant tout sur un seul coup. Sophia était à ses côtés, lui tenant la main avec une confiance renouvelée. Arthur lui avait expliqué son plan simplement, il dirait la vérité à tout le pays et demanderait de l'aide. Les caméras se mirent en direct simultanément alors qu'Arthur prenait le micro. Sa voix portait toute l'autorité de décennies de commandement, mais aussi une vulnérabilité humaine qui toucha immédiatement le public. Mon nom est le général Arthur H. Mitchell. J'ai servi mon pays pendant 40 ans. J'ai combattu dans des guerres, j'ai reçu des médailles, mais aujourd'hui, je me présente devant vous comme un homme ordinaire, menant la bataille la plus importante de sa vie. Il fit une pause, permettant aux caméras de se concentrer sur Sophia à côté de lui. Voici Sophia Mary Williams. Elle a 6 ans. Il y a une semaine, elle m'a sauvé la vie avec un simple câlin alors que j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui, je dois sauver la sienne. L'émotion dans sa voix était palpable alors qu'il racontait toute l'histoire, la rencontre dans le parc, leur solitude partagée, la découverte de la maladie d'Eleanor. Quand il arriva à la partie concernant ses neveux, sa voix prit un ton d'indignation contenue. Mes propres neveux, poussés par la cupidité, ont obtenu une injonction du tribunal qui m'empêche d'utiliser ma propre fortune pour sauver la vie d'une femme de 60 ans. Ils prétendent que je suis manipulé par un enfant de 6 ans. Arthur se tourna vers Sophia, qui le regardait avec admiration. Sophia, dis à l'Amérique ce que tu penses que je devrais faire avec mon argent. La petite fille prit le micro à 2 mains et parla avec la sincérité que seul un enfant possède. Je pense que l'argent, c'est pour aider les gens. Ma mamie a toujours dit, ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup si on ne partage pas avec les gens qui en ont besoin. Arthur est bon, il veut juste que ma mamie aille mieux. L'impact des mots de Sophia fut immédiat. Dans les studios de télévision, les présentateurs avaient les larmes aux yeux. Sur les réseaux sociaux, la vidéo commença à devenir virale en quelques minutes. Arthur reprit le micro pour le coup de grâce. Je prends une décision publique aujourd'hui. Je veux adopter Sophia Mary Williams comme ma petite fille. Je veux prendre soin de Madame Eleanor comme si elle était ma propre mère. Et si cela signifie renoncer à toute ma fortune pour les sauver, je le ferai sans hésitation. Il regarda directement dans les caméras principales. Matthew, Richard, Patricia, si vous regardez, vous pouvez avoir l'héritage que vous voulez si désespérément. Mais vous ne m'empêcherez pas d'utiliser tout ce que j'ai construit dans ma vie pour sauver les personnes qui aiment vraiment. Le silence dans la salle fut rompu par une salve d'applaudissements spontanés des journalistes. Sophia grimpa sur les genoux d'Arthur et le serra fort dans ses bras, murmurant « Merci de te battre pour mamie, papy Arthur ». C'était la première fois que quelqu'un l'appelait papy, et Arthur sentit son cœur se remplir d'un amour qu'il ne savait pas qu'il était encore capable de ressentir. Les retombées de la conférence de presse furent immédiates et écrasantes. En moins de 2 heures, l'histoire du général et de la fillette était en tête des tendances nationales. Les réseaux sociaux explosèrent de messages de soutien, de hashtags de solidarité et de critiques furieuses à l'égard des neveux cupides. Le premier appel téléphonique arriva avant midi. C'était le juge président l'affaire, le juge Reynolds, l'informant que la pression publique et les retombées médiatiques avaient considérablement accéléré la procédure. L'injonction serait réexaminée en urgence ce jour même. Peu à peu, l'hôpital se transforma en un lieu de pèlerinage. Des gens ordinaires commencèrent à se présenter avec des dons pour Eleanor, des fleurs pour Sophia et des messages de soutien pour Arthur. Des vétérans militaires, dont beaucoup avaient servi sous son commandement, organisèrent une veillée sur le parking. Le colonel Evans arriva à midi, accompagné d'une délégation d'officiers de haut rang. « Mon général, dit-il, la voix nouée par l'émotion, vous nous faites honte à tous. Pendant que vous meniez la bataille la plus importante de votre vie, nous étions chez nous à regarder la télévision. Ce n'est pas ma bataille, Evans.
c'est la nôtre. Il a toujours été de notre responsabilité de prendre soin les uns des autres, répondit Arthur, regardant Sophia jouer avec quelques soldats qui lui avaient apporté des livres d'histoire militaire adaptés pour les enfants. À 14 heures, 3 silhouettes familières apparurent à l'hôpital. Matthew, Richard et Patricia marchaient la tête basse, clairement honteux de l'exposition publique de leur motivation. L'hostilité des badauds était palpable, certaines personnes les reconnurent immédiatement des informations. « Oncle » commença Matthew avec hésitation. « Nous devons parler. »« Maintenant, vous voulez parler » demanda froidement Arthur. « Après que tout le pays connaisse vos véritables intentions. » Patricia s'avança, le visage rouge de honte. « Oncle, nous avons fait une erreur. Nous n'avions pas réalisé à quel point vous teniez vraiment à cette famille. »« Vous n'avez pas fait une erreur » la corrigea Arthur avec autorité. « Vous avez révélé exactement qui vous êtes, et tout le pays l'a vu. » Richard, visiblement secoué, murmura « Les gens nous envoient des messages horribles. Nos enfants sont harcelés à l'école. Nous ne pouvons même plus sortir de la maison. Et comment pensez-vous que je me suis senti, traité comme si j'étais sénile par ma propre famille » rétorqua Arthur. « Comment pensez-vous que Sophia s'est sentie en regardant sa grand-mère mourir par manque d'argent que j'avais, mais que vous m'avez empêché d'utiliser » À ce moment, un officier de justice arriva avec des documents qui changèrent tout. Général Mitchell, par ordre du juge Reynolds, l'injonction temporaire est par la présente dissoute. Vos comptes ont été débloqués et la requête de mise sous tutelle a été rejetée pour défaut de fondement. La foule dans l'hôpital éclata en applaudissements à la propagation de la nouvelle. Sophia courut dans les bras d'Arthur, comprenant enfin que sa grand-mère pouvait être sauvée. Mais la plus grande surprise arriva 15 minutes plus tard, lorsqu'une équipe de médecins de l'hôpital Mount Sinai arriva dans une unité de soins intensifs mobile de pointe. « Général Mitchell, nous sommes de l'équipe du Dr Robert Hansen. Nous sommes ici pour transférer Madame Eleanor Williams pour une chirurgie d'urgence. Tous les coûts ont déjà été couverts. » Arthur parut confus. « Mais je n'ai pas eu le temps de faire le virement. » Le médecin sourit. « Monsieur, après votre conférence de presse, nous avons reçu plus de 200 000 appels offrant des dons. Des chefs d'entreprise, des politiciens, des citoyens ordinaires. Nous avons récolté assez pour traiter non seulement Madame Eleanor, mais aussi 50 autres familles dans la même situation. » Alors que les médecins préparaient Eleanor pour le transfert, elle serra la main d'Arthur. « Mon général, comment pourrais-je jamais vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous ? » « Madame Eleanor, dit-il, la voix nouée par l'émotion, vous m'avez donné une famille. C'est moi qui devrais vous remercier. » Sophia regarda ses cousins, qui se tenaient en silence, puis Arthur. « Papy, est-ce qu'ils peuvent venir dîner à notre grande table aussi ?» La question innocente fit complètement craquer Matthew, Richard et Patricia. Tous les trois se mirent à pleurer, réalisant enfin la profondeur de ce qu'ils avaient failli détruire. 2 semaines après cette première rencontre à Central Park, le manoir Mitchell avait été complètement transformé. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de rires d'enfants, de conversations animées et des sons réconfortants d'une vraie famille. Eleanor, se remettant magnifiquement de son opération, occupait la chambre principale au rez-de-chaussée, spécialement adaptée à ses besoins. Sophia courait dans des jardins autrefois impeccablement vides, maintenant remplis de jouets colorés et d'équipements de jeux qu'Arthur avait installés. La piscine, inutilisée depuis des années, était de nouveau vivante avec les leçons de natation qu'elle prenait chaque après-midi. La salle à manger principale, avec sa table pour 12, servait enfin son but. Chaque soir, ils s'y réunissaient, Arthur, Sophia, Eleanor, et souvent les amis qu'ils s'étaient fait en chemin. Le colonel Evans devint une présence régulière, tout comme certains des soldats qui avaient participé à ce matin magique dans le parc. Matthew, Richard et Patricia furent également progressivement réintégrés dans la famille. L'humiliation publique les avait profondément changés, et ils faisaient maintenant un effort sincère pour regagner la confiance et le respect qu'ils avaient perdus. Sophia, avec sa capacité infinie de pardon, les accueillait toujours avec des sourires, donnant aux adultes des leçons sur les secondes chances. Le plus grand changement, cependant, fut la transformation d'une partie de la propriété en un centre communautaire pour les enfants défavorisés. Arthur utilisa son influence et ses ressources pour créer la fondation Project Hug, une organisation offrant des activités éducatives, des repas et des soins médicaux aux enfants en situation de vulnérabilité. Des soldats à la retraite travaillaient comme bénévoles, enseignant la discipline, le respect et les valeurs à travers des activités récréatives.
Ce qui avait commencé comme un jeu avec 200 hommes dans le parc était devenu un mouvement social bénéficiant à des centaines de familles. Ce matin-là, Arthur regardait Sophia apprendre à faire du vélo dans le jardin principal. Ses petites mains serraient fermement le guidon alors qu'il l'aidait à garder l'équilibre, poussant doucement son fauteuil roulant à côté du vélo. « Papy, je crois que je peux le faire toute seule maintenant », cria-t-elle, pleine de confiance. Arthur lâcha prudemment le vélo et la regarda pédaler sur quelques mètres avant de s'arrêter, rayonnante de fierté. « J'ai réussi. Mamie, tu as vu? Je sais faire du vélo. » Eleanor, assise confortablement dans un fauteuil sur le porche, applaudit avec enthousiasme. Ses cheveux gris brillaient au soleil du matin, et son sourire irradiait la paix de quelqu'un qui avait trouvé un endroit sûr pour vieillir avec dignité. « J'ai vu, ma douce petite fille. Tu deviens une jeune femme très courageuse, » répondit-elle, sa voix forte et claire, bien loin des faibles murmures des semaines précédentes. Arthur s'approcha du porche et positionna sa chaise à côté d'Eleanor. Ensemble, ils regardèrent Sophia explorer chaque coin du jardin sur son nouveau vélo, découvrant des sentiers et des aventures que seule une fillette de 6 ans peut voir. « Mon général, » dit doucement Eleanor, « parfois je me réveille en pensant que tout ceci est un rêve. Une belle maison, des soins médicaux, une famille. Comment est-il possible que nos vies aient autant changé ?» Arthur sourit, se souvenant de cet après-midi gris qui semblait s'être produit dans une autre vie. « Madame Eleanor, je pensais que les victoires les plus importantes se trouvaient sur les champs de bataille, dans les médailles, dans la reconnaissance publique. Mais j'ai appris que la vraie victoire réside dans des moments comme celui-ci. » Sophia arrêta son vélo devant eux, en sueur et heureuse. « Papy, après le déjeuner, on peut aller visiter le parc où on s'est rencontrés. » « Bien sûr, petite. Et si on emmenait des jouets pour les autres enfants qui y jouent ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent à cette idée. C'est ainsi qu'elle avait appris à voir le monde, pensant toujours à comment inclure et aider les autres qui pourraient connaître la solitude qu'elle avait si bien connue. Cet après-midi-là, ils retournèrent tous les 3 à Central Park, mais maintenant ils arrivaient en famille, transportant des sacs pleins de jouets, de livres et de collations à distribuer. Le banc où Arthur avait autrefois pleuré seul devint un point de rencontre pour d'autres enfants dans le besoin, qui avaient maintenant Sophia comme ambassadrice de la joie et Arthur comme protecteur silencieux. En regardant Sophia organiser un jeu avec des enfants qu'elle venait de rencontrer, Arthur comprit enfin le vrai sens de son existence. Il n'était pas là pour accumuler des richesses ou atteindre la gloire militaire. Il était là pour être le grand-père que Sophia méritait, le fils dont Eleanor avait besoin, et l'exemple qu'un simple câlin peut sauver 2 vies à la fois. Le parc, autrefois témoin de sa plus profonde douleur, symbolisait maintenant la renaissance et l'espoir. Là où tout avait commencé par des larmes de désespoir, fleurissaient maintenant des sourires de gratitude et la promesse d'un avenir. Arthur avait appris que parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Et ce qui comptait vraiment était juste là, courant vers lui les bras ouverts, criant « Papy », avec la joie pure de quelqu'un qui se sait profondément aimé. Alors que le soleil se couchait sur la ville, 3 générations unies non par le sang mais par un amour inconditionnel rentrèrent ensemble à la maison, une maison qui avait cessé d'être un mausolée silencieux pour devenir un foyer rempli de vie, de rire et d'espoir.